Alors, on commence. Alors, bonjour, Marie-Thérèse Kaye-Badawi. Merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de votre présence et j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre conférence ce matin. Pour cette rencontre, notre objectif c'est d'aborder votre parcours professionnel comme psychanalyste et le développement de vos intérêts et de votre position au sein de la communauté psychanalytique. Nous avons préparé quelques questions. Nous avons à peu près 45 minutes. C'est de la psychanalyse. 45 minutes pour parler. Et Orlando, il va commencer. Merci. Alors, j'avais pensé poser une première question en partant de la publication de votre thèse en 1986 intitulée « Le désir amputé », où vous avez exploré la représentation de l'autonomie sexuelle chez les femmes libanaises. Un texte et un travail reconnu par l'UNESCO comme le premier travail sérieux du point de vue de l'investigation et la recherche sur les femmes dans le monde arabe. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ce thème et comment vous voyez ce thème aujourd'hui rétrospectivement? Je vois que vous êtes bien renseigné. Donc en fait, c'est une thèse que j'ai soutenue en 84. Le titre du livre, c'est « Le désir amputé » parce que l'éditeur trouve que c'est plus vendable que Eros et Ligamène. Moi, mon titre universitaire était Eros et Ligamène. Ligamène, le lien en latin. Parce que c'était surtout à propos donc de la sexualité des femmes dans mon pays et où j'ai découvert la relation entre le mariage et la satisfaction sexuelle. Donc c'était une problématique en fonction de... Bon, je vais pas, on n'a que 45 minutes, je ne vais pas détailler. Et donc le livre a été publié en 86 à Paris. Dans l'après-coup maintenant, je me dis que j'aurais fait peut-être les choses autrement. Mais c'est une enquête qui avait fait date à l'époque parce que ça avait beaucoup choqué aussi qu'on puisse parler de sexualité féminine. Mais dans l'après-coup, maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus psychosociologique que psychanalytique. Bon, c'est une thèse en psychologie clinique de toute façon. J'aurais fait peut-être des choses beaucoup plus analytiques aujourd'hui. C'est une enquête qui existe, qui a existé. Il y a certains regrets. Je ferai certainement des choses autrement. En lisant ma thèse, j'ai eu quelques textes que vous avez publiés dans la revue française de psychanalyse, International Journal. J'ai eu le sentiment que déjà dans la thèse, le féminin et le maternel étaient déjà deux concepts qui commençaient à émerger avec beaucoup d'intensité. Comment ces deux concepts se sont développés pour Marie-Thérèse dans votre parcours? Et aussi, ce matin, j'écoutais que vous avez parlé de la mère forteresse. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler un petit peu plus sur ce concept? Alors, moi, je pense que le fil rouge de mon évolution, depuis le départ, depuis qu'on commençait à faire des travaux à l'université en licence, j'ai toujours travaillé sur la femme, la sexualité, la relation homme-femme. Et étant femme au Moyen-Orient, je vis dans un pays qui est donc la seule démocratie du monde arabe. Chez nous, on a un président élu, c'est une démocratie, c'est une république, le Liban. Mais en même temps, c'est un pays où il y a plusieurs communautés religieuses et où le statut de la femme est entre l'occidentalisation et l'orientalisation. On est un peu perdu dans une forme d'identité qui n'est pas claire.
ce n'est ni l'Orient ni l'Occident, le Liban. Pour ceux qui le connaissent, peut-être peuvent avoir idée de ce que c'est. C'est un pays très développé sur le plan de la culture, de la pensée, mais où le statut de la femme est encore assez très développé. En même temps, c'est très paradoxal, le Liban. Donc moi, étant femme dans un pays comme ça, pour moi, c'était d'une évidence que je m'occupe de la femme. Je dis, si nous, femmes, on ne va pas s'occuper de ça, qui va s'en occuper? Donc, comme j'ai fait des études et que bon, j'ai travaillé, j'ai fait de la recherche, donc j'ai dit, moi, en tant que femme, je me situais un peu dans un problème identitaire, je pense qu'il faut le dire, et je pense que c'est une recherche en même temps très projective. Et en même temps, je me dis, il faut se défaire de la projection. C'est-à-dire, il fallait tout le temps un ajustement entre ce qui me préoccupait moi-même et en même temps, pour que ce soit une recherche, des recherches et des articles, puisque j'ai écrit sur la femme, le maternel, tout ça, en même temps, il faut qu'un objet de recherche soit, qu'on l'éloigne un peu. Donc ça a toute ma vie été... En même temps, quelque chose, je le reconnais, et je pense que c'est une évidence, quelque chose de projectif. En même temps, tout le temps, cette attitude où il fallait en même temps mettre ça loin de moi. Donc ça a été une gymnastique constante toute ma vie en fonction de ça, parce que je suis mère aussi, j'ai des enfants, et je pense que j'avais besoin moi aussi d'ajustement tout le temps, comme toutes les femmes, pas seulement parce que je suis libanaise, je pense que toute femme constamment a besoin de trouver un moyen de rester une personne pensante. Et depuis que les femmes ont commencé à réfléchir sur leur statut, je pense que Virginia Woolf disait que chaque femme ait une place à la maison pour continuer à penser, qu'elle ait sa place, qu'elle ait un coin pour elle. Et je pense qu'à partir du moment où on a commencé à essayer de pouvoir rester une tête pensante en étant une femme et une mère, je pense qu'on n'a pas encore trouvé les réponses définitives. Moi, ça a jalonné toute ma vie. Comment pouvoir me préserver en tant qu'individu, en tant que femme, et en même temps pouvoir rester mère, une épouse, et je pense que toutes les femmes, qui sont là peuvent dire que ça a été quelque chose que toutes essayent de trouver. Il y a un équilibre à trouver constamment. Et c'est ce qui a jalonné, effectivement, toutes les recherches, les préoccupations, le fil rouge à travers ce que j'ai écrit, la plupart du temps, donc sur le maternel, sur le féminin, mais aussi sur le surmoi culturel. C'est-à-dire, Freud déjà avait dit combien les femmes, beaucoup plus que les hommes, étaient assujetties à une pression de la culture par rapport à leur sexualité, par rapport à leur épanouissement. Même Freud disait qu'elle n'avait pas de surmoi et qu'il imaginait mal les femmes gagnant de l'argent, ayant une activité professionnelle. Bon, donc si on l'écoutait, je ne sais pas si nous toutes, en tant que femmes, on serait là, on serait toutes des femmes phalliques. Donc c'est une recherche constante, et donc qu'on retrouve, je pense, à travers ce que j'ai écrit, ce que j'ai publié aussi dans la Revue française de psychanalyse. Vous avez votre travail, c'est avec des femmes chrétiennes. Et vous imaginez la possibilité de le faire avec des femmes musulmanes? Alors, donc là, on revient un peu à ma recherche, donc que j'ai faite jeune. Je pense que c'est ça peut-être le regret que j'ai quand je parle de regret. J'étais trop jeune encore. Donc j'ai fait ma thèse, j'étais très très jeune, et j'ai commencé l'enseignement universitaire très jeune. Donc je voulais un échantillon global de femmes chrétiennes et musulmanes. Donc on était en pleine guerre au Liban, et il était impossible d'aller dans les quartiers ouest à l'époque. Et j'ai petit à petit, je pense que toutes les personnes qui font de la recherche éprouvent cette frustration. Petit à petit, c'est comme une peau de chagrin.
on rétrécit. Qu'est-ce qui est faisable? Donc moi, les étudiants maintenant, quand ils font de la recherche avec moi, je dis, quelle est la faisabilité? On a des projets immenses, et puis petit à petit, quand on fait de la recherche, on se dit, si je peux cibler sur une chose et que je peux travailler, je le fais. Donc j'ai été obligée, la guerre m'a obligée à me restreindre à un échantillon de 100 femmes chrétiennes. Et que peut-être viendra un jour, on pourra faire ça de manière plus globale. Mais bon, quand je dis, c'est ça que je regrette en fait, c'est que quand on parle de vécu, on est au niveau du comportement. On n'est pas au niveau de l'inconscient. Et c'est peut-être ça que dans l'après-coup, donc avec la maturité, l'expérience, je me dis, c'est ce qui manque dans ma recherche de l'époque. Il y a quand même, j'étais très jeune. Et c'est cette dimension-là que j'aimerais aujourd'hui ajouter. Beaucoup plus que, tu vois, la femme musulmane. Donc la dimension intrapsychique, c'est ça qui manque dans ma recherche. C'est pour ça que je dis, c'est beaucoup plus une enquête psychosociologique. Mais elle est ce qu'elle est, et que je pense qu'elle a le mérite d'exister aussi. Alors, tu veux quelque chose de plus? Oui. Puisque nous parlons de l'université, où vous enseignez aussi, est-ce que vous sentez qu'il y a une grande vitalité de recherche au niveau de la psychanalyse? Et comment est-ce que vous voyez, et quel genre de candidats est-ce que vous avez par exemple qui recherchent la psychanalyse? Ce sont plutôt des psychologues, des psychiatres? À l'université, vous voulez dire? Oui. Donc moi, je suis rentrée effectivement très jeune à l'université. Et bon, j'ai été nommée professeure, directrice de recherche. Et bon, l'intérêt pour la psychanalyse, je pense que c'est comme dans toutes les universités du monde. Le problème qu'on a soulevé dans le congrès aussi, dans notre congrès, c'est que petit à petit, l'intérêt va vers tout ce qui est plus facile d'accès que la psychanalyse, et qui sont tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, tout ce qui est des thérapies rapides, brèves. Et bon, je pense que l'université à laquelle j'appartiens, qui est l'université Saint-Joseph, l'université francophone tenue par des jésuites, mais qui est l'université francophone de toute la région. On a des étudiants de Jordanie, de toute la région. Donc, le département de psychologie, nous l'avons fondé il y a 33 ans aussi. L'université Saint-Joseph était, si vous voulez, représenter tout ce qui était psychologie clinique, psychanalytique. Et l'université américaine, beaucoup moins clinique, et les autres universités, beaucoup plus comportementales. Là, petit à petit, je pense que, comme partout ailleurs, les autres thérapies prennent plus de place, et je pense que je préserve, avec quelques collègues, la dimension analytique dans le département, et je fais partie des personnes qui ont introduit dans le département, dans les recherches, qu'on pouvait faire un mémoire ou une thèse sur 4 cas, 5 cas cliniques, alors qu'on faisait beaucoup plus, comme dans ma recherche à moi, des enquêtes sur un échantillon étendu. J'ai pu faire accepter dans le département des recherches beaucoup plus analytiques, beaucoup plus cliniques, qui se basent sur des entretiens cliniques, des investigations avec des épreuves projectives comme le Rorschach, le TAT, avec une dimension analytique. Donc j'ai pu introduire dans la recherche, dans le département, l'étude de cas cliniques dans les recherches, ce qui n'était pas habituel. Et c'est surtout après avoir travaillé avec René Rossillon à Lyon 2 que j'ai appris ça. C'est-à-dire je ne savais pas qu'on pouvait faire de la recherche comme ça. Et bon, avec l'expérience, le temps et donc les contacts avec les autres universités, donc, nous avons pu introduire quand même certains changements dans la recherche, donc des aspects beaucoup plus cliniques, beaucoup plus analytiques.
Alors, on change un petit peu et vous parlez de créer, il y a 33 ans, le cours à l'université. Et j'aimerais aussi parler de l'aspect que le Liban est le seul pays au Moyen-Orient qui a un groupe d'études affilié à IPA. Il y a des psychanalystes dans d'autres pays comme l'Égypte et le Maroc, mais ils ne sont pas à IPA. Comment s'est développé ce mouvement psychanalytique chez vous? Alors, au Liban, il y a eu en 1980, dans les années 80, la première société de psychanalyse. Il y avait quelques psychanalystes qui se sont regroupés. Il y avait... Alors, c'est intéressant parce que chez nous, tout est communautaire. C'est-à-dire, on dit, la première société de psychanalyse a été fondée par 2 chrétiens et un chiite, un musulman chiite. Donc, il y a dans tout chez nous un équilibre communautaire. C'est-à-dire, chez nous, le président doit être catholique, maronite catholique. Le chef de l'Assemblée nationale doit être chiite. Le président du conseil doit être musulman sunnite. Donc, en tout, chez nous, il y a un équilibre communautaire. Et donc, la première société, ça paraît bizarre quand on est à l'étranger, mais le Liban, c'est dans la Constitution où il y a une distribution des communautés pour occuper donc les postes officiels. Alors, bon, ça a des répercussions sur notre vie de tous les jours. Donc, quand on fonde, bon, la première fois qu'on a fondé donc, une société de psychanalyse en 1980, il y avait une forme d'équilibre communautaire. Donc, il y avait donc, pas suffisamment peut-être de musulmans, mais il y avait un musulman chiite, il y avait des chrétiens, donc qui ont fondé la première société de psychanalyse à l'Orient, mais qui n'était pas à l'EPA, et qui n'était pas donc à l'international. Petit à petit, bon, il y a eu la guerre, il y a eu des mouvements, des traumatismes, des chocs, comme dans toutes les sociétés de psychanalyse. Et entre-temps, entre les années 90, alors au Liban, entre 75 et 90, il y avait la guerre qu'on appelle la guerre civile. Donc c'était la guerre tout le temps, pendant 15 ans et demi. Il n'y avait pas d'aéroport, on ne pouvait pas aller et venir. On voyageait par Chypre. On voyageait, donc on prenait le bateau jusqu'à Chypre, on prenait l'avion. C'était une habitude. Donc voyager était un peu difficile, on partait souvent. Mais ce n'était pas aussi facile que si on avait un aéroport chez soi. L'aéroport était dans les quartiers ouest et il était très mal organisé. Donc nous, on habitait les quartiers est en tant que chrétiens, on n'avait pas accès à l'aéroport. Ou on allait par Chypre, prenait le bateau, ou on allait par certaines régions, on allait par Damas. Donc on allait en Syrie, on allait par Damas. Donc se déplacer était très difficile. Quand la guerre civile s'est terminée, si on peut dire qu'elle est terminée, en 90, alors sans qu'on ne se concerte entre nous, plusieurs personnes, dont moi, on a commencé à faire des shuttle analysis à l'étranger. Donc on avait à nouveau l'aéroport en 93, donc l'aéroport fonctionnait à nouveau. Donc progressivement, plusieurs analystes au Liban ont commencé à partir à l'étranger, faire des shuttle analysis et ont commencé la formation. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que d'autres collègues ont fait et c'est surtout à la Société psychanalytique de Paris à qui je pense on doit beaucoup parce qu'on nous a beaucoup aidés pour faire notre formation. Donc je peux vous dire que pendant 5 ans, chaque 3e semaine du mois, je partais en France. Donc au début, je faisais l'analyse, puis analyse et formation à la Société psychanalytique de Paris. Donc ce qui est énorme sur le plan investissement pécuniaire, bon, ça coûte beaucoup d'argent, investissement de l'énergie. Quand j'avais des enfants, j'avais un mari qui m'a énormément soutenue. Il est universitaire lui aussi. Il est médecin, chef de département de parodontologie à la faculté de médecine de Beyrouth. Donc il m'a beaucoup soutenue.
Et quand j'ai commencé à partir en France, donc il m'a fallu toute une année où je disais je peux partir, je peux pas partir, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est gérable avec les cours à l'université, j'ai des enfants. Bon, alors moi je pense que le visa m'a été donné par mon fils aîné, il avait 13 ans, il m'a dit si tu ne peux pas nous laisser une semaine par mois, c'est que tu as échoué ton éducation. Il avait 13 ans et demi. Et je pense que je lui dis, je pense que c'est lui qui m'a donné le visa. Parce que je pense que toutes les mamans, Joyce McDougall disait que la culpabilité des mères était insurmontable. Et je pense qu'elle est insurmontable. On la gère autant qu'on peut, parce qu'on sent toujours qu'on n'en fait pas assez. Mais je pense maintenant, dans l'après-coup, qu'on en fait toujours beaucoup. Et Joyce McDougall nous disait que la culpabilité des mères. Bon, moi, j'étais comment je vais partir, laisser des enfants à la maison. Alors, avant de partir, je faisais la cuisine pour la semaine, je faisais les courses. Donc, une façon de gérer ma culpabilité. Et comme je vous dis, le visa m'a été donné par mon fils aîné en disant ça. Et donc, je l'ai fait pendant 5 ans et j'ai été beaucoup soutenue. Je pense qu'un homme, s'il n'est pas soutenu par sa femme, il peut accomplir quand même beaucoup de choses. Mais qu'une femme, si elle n'est pas soutenue par un mari compréhensif et qui l'aide, et par des enfants qui vraiment sont soutenants, je pense qu'une femme ne peut pas faire grand-chose. Et je dois beaucoup à mon mari, à mes enfants, de m'avoir soutenue, de m'avoir aidée dans ça. Et donc, en même temps, donc, j'ai fait ça. En même temps, il y a eu d'autres collègues qui ont commencé aussi à faire la navette en France. Et on a rejoint le groupe libanais qui était déjà là, donc la Société libanaise de psychanalyse. On les a rejoints parce qu'ils étaient intéressés à rejoindre l'IPA. On les a rejoints. Au bout d'1 an, 2 ans, c'était oui, non, on peut pas, on veut pas. Si l'IPA va venir, elle va reconnaître le statut de certains, elle va dire que non, d'autres ont besoin encore de formation, etc. Donc, au bout de 2 ans, ils nous ont dit « on ne veut pas de l'IPA ». À ce moment-là, on a quitté le groupe. Il y avait donc la Société libanaise de psychanalyse. Donc, nous sommes un noyau. On l'a quitté, la Société libanaise de psychanalyse, avec beaucoup de regrets, parce qu'on compte de grands amis à la société. Ils ne voulaient pas de l'IPA. Et moi, je pense qu'on a besoin, surtout dans des pays petits comme ça, où tout le monde a été sur les divans de tout le monde, où tout le monde connaît tout le monde. Nous, on a eu besoin d'aller de l'extérieur, mais il y a un noyau où tout le monde connaît tout le monde, où tout le monde a été sur les divans des autres. Donc, on avait besoin d'un tiers. Et moi, j'avais écrit un texte sur ça. Donc, on a besoin d'un tiers. Et je pense que ça a été un acte qu'on a fait et qui a été très structurant pour nous, faire appel à l'IPA, à un tiers extérieur à la psychanalyse libanaise. Et donc, en 2009, on a fondé donc, l'Association libanaise pour le développement de la psychanalyse avec des collègues libanais. Et 1 an plus tard, nous avons été reconnus par l'IPA comme premier groupe, donc comme premier study group dans un pays de langue arabe. Et nous sommes maintenant, nous avons un sponsoring committee et nous sommes training analysts. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 training analysts. Et nous commençons la formation au mois d'octobre. Donc c'est tout un itinéraire qui a commencé, donc, on peut dire dans les années, donc au moment où nous avons commencé à faire la formation à la SPP autour de 94, je peux dire 1994-1995, qui a cheminé jusqu'à donc la fondation de l'Association libanaise pour le développement de la psychanalyse en 2009, et la reconnaissance par l'IPA en 2010. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile, c'est au prix de grandes souffrances. Je pense que tout ce qu'on fait, c'est aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de satisfaction, c'est tout le temps comme ça, des va-et-vient entre
beaucoup de choses comme ça en même temps. Et là, bon, j'espère que nous allons continuer et que ça va... donc nous espérons que la situation en Syrie va se calmer, parce que nous avons des personnes qui viennent pour des supervisions de Syrie. En Syrie, à Damas, il y a de la psychanalyse, beaucoup plus lacanienne. Je sais qu'il y a un groupe, un noyau en Tunisie, un noyau au Maroc. En Afrique du Nord, il y a plusieurs noyaux, mais ils ne sont pas encore épéistes. Donc le seul noyau épéiste est au Liban aujourd'hui. En Égypte, il y a. En Égypte aussi, il y a un noyau. Mais l'IPA, je pense, fait peur. Et c'est ça le problème. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées un peu à l'idée de l'IPA d'il y a 30 ans, alors qu'on se rend compte maintenant, en nous rapprochant de l'IPA, combien l'IPA, il y a quand même tout un changement, toute une perception qui a changé. L'IPA aujourd'hui, ce n'est pas l'IPA d'il y a 30 ans. Alors, vous avez répondu à quelques questions que j'avais, mais j'ai encore une autre. Et qui demande de la psychanalyse au Liban? Qui sont les clients, les psychanalystes? Alors, moi je pense que le Liban est un microcosme de ce qu'on voit partout ailleurs, c'est-à-dire comme vous, à Lisbonne ou ailleurs. Nous avons toutes les formes de psychothérapie, tout. C'est-à-dire il y a la gestalt, il y a l'oculaire, le développement des EMDR, il y a les thérapies cognitivo-comportementales, il y a tout. Il y a tous les mouvements analytiques, il y a les lacaniens, il y a l'espace pour le développement de la psychanalyse. Il y a trois autres sociétés. Donc la société libanaise qui est à l'origine, elle existe toujours. Il y a d'autres sociétés aussi, des petits groupes comme ça. Donc il y a de tout à Beyrouth. C'est la reproduction de tous les clivages qu'on voit en Europe ou aux États-Unis. Alors, ceux qui viennent nous voir sont certainement de futurs candidats aussi, c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées par la psychanalyse et qui veulent devenir analystes par la suite. Mais aussi, il y a des tout-venants, il y a des personnes qui vont, comme ici, comme partout, des personnes qui ont envie de se connaître davantage, qui veulent fréquenter leur inconscient. Nous avons des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes. C'est une clientèle assez diverse et je pense que c'est comme partout ailleurs. Alors, on annonce la mort de la psychanalyse régulièrement, mais je pense que c'est une résistance à l'inconscient et que la psychanalyse, tant qu'il y aura des humains qui souffrent, la psychanalyse continuera à exister. Mais je pense que ce qui fait peur, c'est le setting, c'est-à-dire les 3 séances par semaine, la régularité, le temps. Donc je pense qu'il y a quelque chose là qui fait encore peur, mais je pense que c'est beaucoup plus la résistance à l'inconscient. Et si je reviens un peu plus tôt, et vous êtes psychologue clinique, et comment ça se fait d'arriver à la psychanalyse, si vous pouvez nous donner justement. Alors, vous posez une question qui me ramène très très loin. C'est-à-dire, à 18 ans, j'avais 17 ans quand j'ai eu mon bac, j'étais intéressée dès le départ. Alors, où je voulais faire, mais je ne connaissais pas la différence entre psychiatre, psychanalyste, psychologue quand on a 17 ans. Je vois même les étudiants à l'université, ils arrivent, ils ne connaissent pas vraiment la différence. Moi, je ne comprenais pas encore vraiment la différence entre tout ça, mais je savais que je voulais quelque chose dans ça, donc être psy. Et j'avais même été acceptée à l'université de Louvain pour faire médecine. Donc je voulais faire médecine, psychiatrie. Au psychanalyste, je ne savais pas ce que c'était vraiment, mais je voulais m'occuper
de santé mentale, de psy, donc j'avais une sensibilité dès le départ à ce domaine-là. C'était ou ça, ou les beaux-arts. Donc je faisais de la peinture, de la sculpture, j'avais eu des prix interscolaires de peinture. Tout le monde était sûr que j'allais faire donc, de la peinture. Jusqu'à maintenant, je suis folle de peinture, d'art, de musique, de théâtre, donc j'aime ça. Je sublime autant que je peux en allant dans les musées, quand je voyage. J'aime beaucoup la peinture, la sculpture. Mais donc c'était ou ça ou ça. Et donc quand j'ai publié mon livre, l'éditeur m'a dit, tu dis que tu sais peindre et donc dessine ta couverture. Donc j'ai moi-même fait la sanguine de la couverture de mon livre. Et bon, je n'ai plus le temps du tout de faire de la peinture, mais je porte ça comme, je dirais, peut-être une blessure encore, et je sens que j'y reviendrai. C'est-à-dire, j'aime beaucoup ça. Il m'arrive, donc, les pinceaux et ma palette sont sur une étagère dans ma bibliothèque encore. Et je me dis que peut-être qu'un jour, j'y reviendrai, et que bon, j'aime beaucoup ça. Et peut-être quand j'aurai un peu plus de temps, je ne sais pas. La psychanalyse a gagné. A raison, parce que bon, ce que je fais me passionne, j'aime beaucoup ce que je fais, mais peut-être que quand j'aurai moins de responsabilités, peut-être qu'avec la psychanalyse, je pourrai aussi... c'est-à-dire, c'est pas au blanc ou au noir, peut-être que je pourrais faire ça en même temps, quand j'aurai peut-être un peu la retraite à l'université, moins de cours, moins de responsabilités, et peut-être à l'association avoir aussi moins de responsabilités quand tout marchera bien, et que peut-être j'aurai plus de temps pour moi, et je pense que ce temps, certainement, je pourrais le consacrer à la peinture en même temps que la psychanalyse. C'est pas ou ça, comme je l'ai toujours vécu, mais ce sera en même temps. Mais il faut du temps, je pense. Ok, merci. Je voudrais seulement savoir s'il y a quelqu'un qui veut faire une question pour Marie-Thérèse. Seulement pour dire merci pour votre témoignage. On n'est pas seul. Merci beaucoup. Merci. Mais dans uma questão, acho que o dia já vai longo et moi aussi je veux te remercier beaucoup. C'était très intéressant tout le matin et maintenant, et je crois qu'on peut s'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie.